Ça y est, Anne-Marie, nous sommes en direct sur Facebook. Moi, j'ai ouvert la rencontre Nous sommes. On va attendre que les participants soient bien installés et nous allons commencer, si vous le voulez bien. Volontiers. Nous sommes bien installés, c'est déjà Oui. ça. Donc, nous allons commencer. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller, où ce soir, nous avons une soirée spéciale maison d'édition. Et j'ai l'honneur de recevoir Anne-Marie Métellier, qui est la fondatrice et la directrice des éditions Métellier. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés parce que nous allons parler de votre belle maison d'édition ce soir. Je crois savoir que vous l'avez fondée en 1979. Moi, j'aimerais savoir comment et pourquoi on a envie de fonder une maison d'édition. En 79, j'étais sociologue, je travaillais dans le laboratoire de sociologie de la culture de Pierre Bourdieu. Et comme j'étais une jeune femme très agitée, il préférait me voir à l'extérieur des bureaux qu'à l'intérieur. Et donc, il m'avait confié une grande enquête sur les fonctions de l'éditeur dans le champ intellectuel. Moi, je venais de ma province. Et je ne savais pas ce qu'était un éditeur, je n'avais aucune idée. Et il m'avait désigné un informateur indigène dans la tribu, et qui était Jérôme Lindon, le fondateur des éditions de Minuit. Et je suis allée voir Jérôme Lindon, qui était un homme extraordinaire, grand, l'air sévère, pince sans rire, ironique, enfin, tout ce qu'il faut pour être à l'aise pour faire une enquête. Et il m'a donné le contact de d'une trentaine d'éditeurs sur la place de Paris. Il n'y avait personne en province à l'époque, hein. Et ou très peu, ou des maisons d'édition de poésie. Et surtout, il adorait parler de son métier et il en parlait avec une passion. Moi, je suis restée sidérée qu'on puisse se reconnaître dans ce que l'on faisait, dans un métier, comme cet homme le faisait. Et j'ai fait mon enquête, j'ai fait mes statistiques, j'ai rendu tout à Bourdieu et je lui dis, bon, eh ben moi je démissionne parce que je vais voir, dans ce que m'a dit Lindon, il y a quelque chose de mystérieux pour moi et je pense qu'on ne peut savoir ce que c'est que en faisant. Alors, donc je vais monter une maison d'édition. Tout le monde m'a dit que j'étais folle. Quand on est fonctionnaire des sciences de l'homme, on ne démissionne pas. Et je vous ai dit, j'étais quelqu'un de très agité. Donc, j'ai monté ma maison et j'avais de quoi fabriquer 3 livres. Et je l'ai fait de façon totalement, comment dire, un peu dingue, mais en même temps avec le sentiment que c'était quelque chose d'essentiel, que je voulais me reconnaître dans ce que je ferais, comme Lindon se reconnaît dans son métier. Et là, j'ai eu une chance inouïe, parce que c'est un métier, l'édition, où les gens aiment faire ce qu'ils font, et donc ils sont généreux. J'ai été aidée par des tas de confrères, on m'a présenté les chefs de fabrication m'ont appris comment on faisait, les imprimeurs ont fait ma formation, j'ai pu me former sur le tas. Je sais que c'est complètement inconscient, que peut-être maintenant qu'il y a des formations pour tout, je ne ferai pas ça. Mais en tout cas, je me suis formée sur le tas avec plaisir inouï et je me suis rendu compte au 2e ou 3e livre que j'ai fait que c'était pour ça que j'étais faite. C'était ça, c'était mon problème, c'était pas la recherche, c'était faire des livres. Et donc ça veut dire que c'est parti d'une rencontre. C'est une rencontre qui fait que vous êtes devenue éditrice. Ouais, C'est dingue. exactement. Oui, et on n'était pas nombreuses sur le marché. On était de femmes à la tête d'une maison d'édition. Il y avait Régine Deforge et moi.
au moment où Ah oui, j'ai c'est créé. les deux. Alors, ça a créé des troubles chez certains de nos fournisseurs. J'ai un souvenir assez drôle de mon premier voyage chez Bussière, qui était l'imprimerie la plus moderne de France et qui avait les premières machines Cameron. J'arrive, je ne sais pas conduire. Et mon mari m'emmène et on présente, on dit voilà les éditions Métellier. Alors le vieux monsieur Bussière, qui allait sur ses 90 ans, va vers mon mari et pour le saluer. Et mon mari dit non, moi je suis le chauffeur, la maison d'édition c'est madame. Alors il me toise, il appelle un grouillot qui passait dans la cour et il lui dit d'appeler quelqu'un. Et arrive Madame Bussière, qui était une femme qui à l'époque m'a semblé une dame d'un certain âge, mais qui n'était pas du tout d'un certain âge, elle devait avoir 60 ans. Et elle me dit venez, on discute. Et elle me dit qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis je veux les conditions que vous faites à tout le monde. Elle me dit que vous êtes gonflé quand même, hein, parce que vous commencez, on ne sait pas ce que vous savez faire. Et puis elle me regarde et elle me dit bon, on n'est pas nombreuses hein, dans ce genre de profession. Alors, je vous fais les conditions, mais vous ne me plantez pas. Hein. Donc, je suis repartie renforcée dans le fait que, voilà, c'était. Moi, j'avais jamais pensé que c'était étrange d'être une femme dans ce métier. Je pensais que, bon, Ah, je quand devais même, le un petit faire. peu. Je ne me posais pas la question. Ouais. Mais c'est à coup que je me suis rendu compte que c'était très exotique. Alors moi j'ai une autre question à vous poser aussi. Il y a comme une phrase sous vos éditions, comme enfin comment on pourrait dire, des livres pour vivre passionnément. Pourquoi cette Oui. phrase? Et aussi pourquoi avoir choisi la salamandre comme identité visuelle? Alors, des livres pour vivre passionnément, c'est parce que je suis vraiment incapable de faire quoi que ce soit sans passion. Tout livre, même maintenant, j'en ai fait 1250, je les connais tous, je les ai tous choisis, je vibre pour eux, je tombe amoureuse tout le temps. C'est C'est compliqué, non? c'est très fatigant. Mais mon mari trouve que c'est beaucoup mieux qu'avant que je fasse des livres, hein, parce que j'avais cette tendance aussi, et qu'il trouve que c'est beaucoup plus agréable. Donc, il me fallait comme je ne vois jamais mes livres quand j'avais en librairie, il fallait que je puisse les reconnaître en regardant les dos sur les étagères. Et il m'a dessiné une salamandre, parce que la salamandre vit dans le feu. Et il m'a dit, et alors il l'a fait, et je l'ai fait un peu dodu, parce que j'espère que tu vas prendre quand même quelques kilos, parce que quand passionnément, on est maigre, on est. Voilà. Pourtant, on les voit, vos livres sur les tables, ils sont Oui, majoritairement noirs. C'est voulu aussi c'est pour qu'ils ressortent par rapport aux autres? C'est pour faire un contre-pied à Gallimard qui avait la blanche? Pourquoi sont-ils noirs? non, ils ne sont pas noirs, ils ont soit des couvertures. On a une carte qui est fabriquée pour nous, qui est de ivoire, et quand ils sont noirs, c'est parce que c'est des romans policiers. Oui, c'est vrai. Et autrement, il y a une illustration plein de pages, et notre collection de semi-poches est ivoire avec un pictogramme qui symbolise le contenu. Et là, Alors vous là, avez voilà, il y a des exemples de couvertures que Frédéric vient de nous mettre à l'écran, Voilà, effectivement. vous avez une illustration pleine page pour Choubanqui Swarup, qui est un livre extraordinaire. Là, ça c'est vraiment, j'ai eu le choc de ma vie. Quand j'ai lu ce livre, mais c'était pour moi merveilleux. Enfin, une façon de vivre passionnément, parce que cette jeune femme a un point de vue complètement original sur ce qu'elle raconte. Elle sait raconter des histoires, elle a des personnages mieux, un jeune couple qui vit dans les îles Adamantes et qui sont situées sur une grande faille qui sépare l'Asie de l'Amérique, et où il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis dans cette région, et la nature est un personnage à part entière. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ce livre, il est paru juste au moment du confinement.
Donc, il n'a pas vraiment eu sa chance. Mais là, certains libraires ont eu le même élan que je ressens et le conseil. Et donc, on voit que les ventes sont en train de se développer. Alors, il y a une particularité à votre maison d'édition, c'est que vous étiez, parce que maintenant ça s'est un peu plus ouvert, lusophone et hispanophone. Pourquoi ce choix particulier d'avoir resserré sur ces deux univers d'écriture C'est- Au bilingue départ, peut-être? au départ, je suis paranoïaque quand même. Je ne publie que ce que j'ai lu. Donc, il faut que ce sont des langues que je lis. L'espagnol, le portugais, l'italien, je lis. Donc, ça va. Je sais ce que je fais. Mais, et puis, je peux contrôler les traductions aussi. Ouais. Et puis, chemin faisant, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré, par exemple, Keith Dixon, qui était écossais, qui enseignait, il vient de prendre sa retraite, à l'université de Lyon, et qui est un passionné de littérature écossaise. Et la littérature écossaise est extrêmement originale par rapport à la littérature anglo-saxonne. En général, on a publié John Burnside, Jenny Faga. Ce sont des mondes littéraires complètement autres et qui vous touchent. Actuellement, je suis jurée au prix du meilleur livre étranger. Et je dois dire que j'ai à lire beaucoup de livres et comme l'anglais est la langue majoritaire traduite en France et que les États-Unis sont le pays le plus recherché et où il y a les agents littéraires les plus agressifs, la traduction des langues anglo-saxonnes et surtout des États-Unis représente, je crois, 72% des traductions en France. C'est Donc il y en a énorme. beaucoup. Et là, je dois dire il y a une majorité de livres nord-américains qui nous ont été envoyés. Et je dois dire que moi, je les fatigants, ils sont tous pareils. C'est des univers qui ne m'intéressent pas. Et quand vous lisez Jenny Fagan, vous savez que vous êtes dans un univers autre qui vous concerne, mais qui est un point de vue sur la réalité que vous partagez et qui est autre. Burnside, d'ailleurs, Fagan comme Burnside sont des poètes reconnus et vraiment, même aux États-Unis. Donc, ils sont différents et ils vivent leur métier avec passion. Quand vous lisez Jenny Fagan ou John Burnside, vous savez, bon, ça, c'est leur vie. Ils vous mettent leur cœur sur la table. Ce n'est pas de l'autofiction. Hein. C'est le monde qu'ils vous donnent à voir qui est extraordinaire. Alors, donc, j'ai ouvert peu à peu le champ de mon catalogue au-delà des langues que je ne lis pas moi-même. Et par exemple, pour l'Allemagne, avec Nicole Barry, nous nous sommes rencontrés à la faveur d'un problème météorologique sur Francfort, d'autre que l'avion que nous prenions toutes les deux pour Francfort. Nous ne nous connaissions pas, nous nous sommes trouvés assises pendant 2 heures à côté. Nous avons commencé à bavarder et nous nous sommes rendus compte que nous avions des goûts en commun. Elle avait une connaissance de la littérature allemande et surtout de la littérature allemande. Comment dire? Moi, je dis toujours, j'ai un fusil à tirer dans les coins. Toujours, je ne sais pas, le mainstream qui m'intéresse. Et Nicole Barry, ce qui l'intéresse, c'est la littérature écrite par les Allemands de l'ex-Allemagne de l'Est, maintenant. Hein, pas dans et aussi les émigrés deuxième génération. Donc, nous avions des Irakiens qui sont fils d'une Allemande de l'Est et d'un Irakien, d'un Kurde irakien. C'est Sherko Fatah. Nous avons publié un poète iranien qui vit depuis 30 ans en Allemagne. Et là, dernièrement, l'année dernière, le Bakhtiar Ali
un bouquin magnifique qui s'appelle Le dernier grenadier du monde et qui est écrit en kurde, mais il vit en Allemagne. Nicole a lu la traduction allemande, mais nous avons traduit ce livre du kurde. Vous voyez, on fait circuler des visions du monde et c'est un récit de la guerre d'Irak comme vous n'en trouverez aucun autre. Parce que, et ce livre est extrêmement original parce que l'auteur l'a résumé pour le présenter. Et je lui dis, mais écoute, je suis désolée, là, tu nous as résumé un blockbuster de guerre américain, et moi, c'est pas ce que j'ai lu. Alors, je ne comprends pas comment on peut avoir deux visions aussi différentes. Et il me dit, mais parce que au Kurdistan, on n'a pas de tradition de roman. Donc, on n'a que la poésie. Et je ne peux raconter, tu me demandes de raconter l'histoire, je te raconte, c'est la guerre. C'est la guerre, il y a des tanks, il y a des trahisons, il y a des gaz toxiques. Mais moi, je n'ai que les mots de la poésie pour raconter ça. Et je me suis rendu compte que c'était la démarche de Homère. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre du livre que vous venez de citer là? Le dernier grenadier du monde. Voilà, qu'on retienne bien le nom du titre. Et son auteur? Bakhtiar Ali. Le nom de famille, c'est Ali, A-L-I. Et le De toute façon, prénom, je pense c'est qu'on le Bakhtiar. retrouve sur notre site internet, Oui, Métellier. oui. Voilà, tous les participants qui nous écoutent peuvent retrouver les titres que Anne-Marie cite sur le site des éditions Métellier sans problème. Voilà. Oui. Et alors, j'ai ouvert, je suis sortie de ma zone de confort qui est l'Espagne, l'Amérique latine, l'Italie, le Brésil, le Portugal, un jour, parce qu'un ami italien m'a parlé d'un auteur islandais. Et on était le fameux auteur islandais. Voilà. Et tout d'un coup, il m'est arrivé, vous savez, une chose, le coup de foudre, mais pour rien. J'avais le cœur qui battait la chamade en entendant le nom de cet homme. Alors, je me suis précipitée sur le stand des Islandais à Francfort. Il y avait une jeune femme qui me dit, mais on a déjà 3 offres des Français parce que votre ami italien, pourtant je me recommandais, c'est un bavard. Et je parle un très mauvais anglais. Je l'ai appris à Toulouse à une période où le laboratoire de langue n'existait pas. Et je suis toujours très mal à l'aise quand je parle en anglais. Et il y avait un homme qui était assis sur le stand à côté, une espèce un homme très fort, un grand, enfin un viking, qui était assis et qui riait. Et j'étais très irritée, je lui ai tourné le dos, mais je sentais qu'il riait. Et je me suis dit, se fiche de moi. Donc j'étais dans des mauvaises conditions. Et je dis à la dame, vous avez une version anglaise, je voudrais la lire et je vous écrirai. Et on est jeudi, lundi, vous aurez mon offre. Et elle me dit, vous le lirez dans la nuit, n'est-ce pas? Je dis, non, non, moi, je suis normale. On a des journées épuisantes, on a des rendez-vous toutes les demi-heures. La nuit, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous dormez, moi aussi. Alors, vous allez me donner le truc et je vais le lire. Je vais rentrer chez moi et je vais le lire et puis je vous ferai l'offre. Alors, je fais mon offre, une offre très raisonnable. Et le mardi, j'ai un coup de fil et je suis prise de panique. Et je dis, mais pourquoi moi? Parce que je savais que c'était des grosses maisons qui avaient fait les offres. Il me dit, parce que l'auteur était sur le stand et il a dit, un éditeur qui veut lire, c'est là que je vais. Donc, c'était Arnald Durin Dridasson et nous avons commencé à travailler ensemble. Et, et ça, continuons depuis, je pense que là, on a publié 18 livres de lui.
Depuis 2005, non, vous le publiez, je Oui, crois. 2005, oui. Oui, Bonne oui. mémoire. Moi, maintenant, je voudrais qu'on parle d'un auteur qu'on a tous aimé, que je crois qui a beaucoup compté pour vous, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps et qui est un Oui. auteur phare de votre maison d'édition, c'est Louis Sepúlveda. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre et de comment vous avez travaillé avec lui et qu'est-ce qu'il vous a apporté et vos relations, parce que je crois que c'était un ami aussi et c'est vraiment une grosse perte pour le monde littéraire. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui? Euh, c'est passé aussi à Francfort. Une agente allemande m'a dit, au moment où je partais, j'avais ma valise et je partais pour l'aéroport, et elle m'a donné un petit livre très moche, une édition d'une maison écologiste chilienne. Et elle m'a dit, Anne-Marie, ça, c'est vraiment pour toi. Alors, je l'ai pris et puis je l'ai lu à l'aéroport de Francfort à l'époque. Maintenant, on y va en train, c'est très bien, mais c'était un cauchemar pour moi. J'étais toujours terrifiée, je me trompais d'avion. Enfin, bref, c'était. Et j'ai commencé à le lire en salle d'attente et j'ai failli louper mon avion. J'étais absolument prise et j'étais. Je savais qu'il fallait faire ce livre, quelque chose d'exceptionnel. Ça me touchait d'une façon dont peu de textes me touchent. Et en plus, je me sentais, j'avais 14 ans, moi. J'étais dans la jungle avec cet homme qui chassait le jaguar et j'étais heureuse. Vous lisiez Donc, en espagnol? C'était en espagnol c'était un espagnol, oui. Et c'était quel titre? Le vieux qui lisait des romans d'amour. Donc, c'est bien celui-là, d'accord. Oui, c'était le premier. Et donc, j'ai fait mon offre, elle a été acceptée, j'ai fait traduire le livre, j'ai revu la traduction, et puis je n'avais pas les moyens de payer le voyage de l'auteur qui habitait à Hambourg. Euh, donc j'ai appelé mes amis de Étonnants Voyageurs, j'ai envoyé Alain Dugrand, je lui ai envoyé les épreuves et je lui ai dit, il faut que vous m'aidiez pour l'inviter. Et Dugrand m'a dit, oui, d'accord, tout de suite. Et je ne savais pas qui était cet homme, je ne savais rien de lui. Et nous nous sommes rencontrés sur le quai de la gare Montparnasse au départ du train Étonnant Voyageur. Et j'ai vu arriver un type, tu fais 1,90 m, une tête de cheveux, mais comme une tête de loup, vous savez, pour nettoyer les toiles d'araignée, une tignasse d'Indien, raide comme tout, avec deux béquilles. C'était Eric von Stroheim, quant à la façon de se tenir. Et il sortait de l'hôpital. Euh, et j'ai appris ensuite, quand on a parlé, qu'il avait un abcès à la colonne vertébrale et qu'il s'était sauvé de l'hôpital pour venir à Saint-Malo. Et que c'est un abcès qui venait d'une tuberculose osseuse qu'il avait attrapée en prison pendant les 27 mois qu'il a passé en prison sous la dictature de Pinochet. Euh, et là, on s'est parlé et est née une amitié immédiate. On avait le même langage, on aimait les mêmes auteurs, on voulait partager. Et je crois que ce jour-là, en 92, ça a été, nos vies à tous les deux ont changé complètement. Notre rencontre a fait changer ma vie, a fait changer la sienne. Parce que je crois que j'ai fait à ce moment-là quelque chose d'intelligent. C'est-à-dire que j'ai su qu'aucun journaliste n'allait s'enthousiasmer pour ce livre parce qu'il était trop, trop simple, qu'il parlait d'une façon autre et que bon, il n'était pas très mode. Donc j'ai fait des épreuves reliées, je les ai envoyées à 150 libraires avec une lettre, j'ai écrit 550 lettres à la main en changeant mes arguments. Je l'ai fait vraiment avec tout mon cœur, avec mes tripes. Ouais. Et puis là-dessus est arrivé le Salon du Livre de Paris, où les stands étaient tenus par des libraires. Et là, il y en avait 5 qui avaient lu.
et qui se sont indignés que leur confrère ne l'ait pas lu. Et ils ont fait un bouche à oreille extraordinaire. Et là, on a conquis un nombre de libraires étonnant qui, eux, parlaient, avant que le livre ne paraisse, ils en ont parlé à leurs lecteurs. Et ça a créé une attente, une curiosité qui a fait que quand le premier article de journal est paru, on avait déjà vendu 36 000 livres. Oui. Et Louis il a eu conscience qu'il devait tout aux libraires. Et donc, il s'est comporté avec les libraires. À l'époque, on ne faisait pas autant de rencontres, mais on est allé en voiture, lui, il allait conduire. On est allé en voiture partout où on a été invité. Et il a créé un maillage de lecteurs dans toute la France. Et ces voyages que nous avons faits ensemble ont créé des relations très particulières avec les libraires qui nous recevaient et aussi a créé entre nous des relations amicales qui font que 25 ans après, on blaguait tous les deux, là, au mois de novembre, en disant finalement, on est un vieux couple. On est amis depuis 92, on se connaît, on sait des choses l'un de l'autre, de la vie l'un de l'autre. Et ça a été absolument terrible au mois de mars de le perdre. Pour moi, c'est une chose qui me bouleverse et qui m'atteint beaucoup. Il y aura un avant et un après dans ma vie. Et Et c'est pas qu'au perdre Chili, un auteur. est-ce que dans son pays, il avait du succès comme il avait du succès en France ou pas du tout? Il avait du succès, beaucoup en France, beaucoup en Italie. Mais alors en Italie, être dans la rue avec les Luis Sepulveda, aller acheter une chemise pour un homme avec Luis Sepulveda, c'est avoir 30% de réduction parce que vous êtes rentré dans la boutique avec Luis Sepulveda. Vous voyez, au Chili aussi, il est très populaire. Au Mexique, il est traduit et publié dans 50 pays. Et je crois qu'il y avait en Albanie qu'il n'avait pas eu un succès extraordinaire. En Chine aussi, il a eu un grand succès. Et alors, j'ai une question subsidiaire, Hmm. si vous voulez y répondre ou pas. A-t-il laissé un manuscrit en cours ou achevé que vous allez publier ou pas? Non, non, non. Il a demandé que ce qui était dans ses tiroirs soit détruit. D'accord. Ouais. Je Je voudrais trouve que aussi c'est qu'on bien. parle. Ouais. Oui, oui, oui. C'est son choix, il faut le respecter, ça c'est Oui, sûr. oui. Moi, je voudrais aussi qu'on parle d'une grande figure que vous avez éditée, c'est Bernard Giraudot. Vous l'avez édité. Comment on travaille avec Bernard Giraudot aussi? Parce que j'imagine que travailler avec Louis Sepulveda, c'est pas facile. Mais avec Bernard Giraudot, ça va être encore moins facile, non? Ah oui, mais comme je l'ai connu tout petit, vous voyez, l'avantage de publier des inconnus et de commencer avec des auteurs à leur premier livre, c'est qu'on crée des relations de confiance. Et Bernard, il avait des lettres qu'il avait écrites. Son premier livre, Le marin à l'ancre, c'était des lettres qu'il avait écrites quand il avait 18 ans, 20 ans, quand il faisait le tour du monde sur le porte-avions La Jeanne d'Arc. Et Bernard, il avait des complexes, car il n'avait jamais fait d'études. Et il a fallu que je lui explique il n'avait pas fait d'études, oui, mais il avait fait le conservatoire et qu'il avait étudié le français dans les plus beaux textes de la langue française. Et que ça, c'était un bagage que peu de gens avaient. Et il fallait toujours le rassurer et il fallait être très, très attentive et absolument disponible. Et il avait la manie de me lire tous les matins ce qu'il avait écrit la veille. Et j'ai protesté. Un jour, je lui dis, écoute Bernard, ta voix, quand tu lis un texte, c'est tellement extraordinaire que tu pourrais me lire le bottin. Je trouverais qu'il y a beaucoup de personnages, mais je trouverais que c'est un talent d'écriture extraordinaire. Alors maintenant, tu m'envoies le texte tout nu, et quand il se défendra tout seul, et après, on en discutera. Et je faisais
je lui faisais mes corrections. Et alors, il travaillait euh, comme je sais, parce que je lui disais 5 adjectifs. Je sais bien que le soleil, le coucher du soleil était sublime, mais 5 adjectifs, c'est un peu beaucoup quand même dans la langue française. Alors il disait, ça fait rien, je les coupe, je les garde, je les replacerai ailleurs. Et en discutant, il complétait les histoires et c'était vraiment un dialogue. Et c'est là que j'ai appris que, ce que c'était que le travail d'un éditeur. D'abord parce que j'avais un auteur extrêmement exigeant. Par ailleurs, c'est que à partir du moment où on accepte le projet littéraire d'un auteur, on n'est pas un critique littéraire. On est avec lui embarqué dans le même bateau et on est un critique avec. Donc on est là pour aider l'auteur à donner le meilleur de lui-même. Plus prosaïquement, on est comme le mur quand on a le tennis. On renvoie les balles pour permettre à lui qui s'entraîne de travailler son coup. Voyez. Et moi, je ne suis pas une critique littéraire. Par ailleurs, il y a une chose que je sais, c'est que je ne suis pas très très douée pour les détails. Par contre, Oui. je suis bonne dans les structures. Et ça, je crois que je suis très utile à mes auteurs pour la structure générale de leur livre, pour l'agencement des situations dans les bouquins, etc. Vous disiez que les auteurs étaient exigeants, mais est-ce que vous n'êtes pas une éditrice exigeante aussi? Et qu'est-ce que c'est pour vous? Je suis une emmerdeuse. Mais qu'est-ce que c'est pour vous un auteur exigeant? Qu'est-ce que vous appelez un auteur exigeant? C'est-à-dire il faut que vous soyez vraiment présente. Il faut que vous soyez là pour lui. C'est comme avec les enfants. Hein. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup qu'il ne faut pas être là au moment, être là juste pour lui. Et vraiment l'aider au maximum. Et avec Bernard Giraudot, ça a été comme ça a été avec Sepúlveda, comme c'est avec des gens comme Santiago Gamboa, comme Elsa Osorio, voilà. Elle m'envoie le manuscrit, comme Lydia Georges, la portugaise. Je me rappelle que j'étais à l'hôpital quand elle m'a envoyé un de ces derniers. J'avais une opération un peu grave et j'ai travaillé et je lui téléphonais et on discutait quoi. Et moi ça ne me pèse parce que j'aime ça. J'aime être. Je ne vais pas écrire jamais. Je n'ai pas de talent, mais je sais que je peux aider à écrire. Qu'est-ce qui peut arrêter Anne-Marie Métellier? Rien en fait. Rien ne vous arrête. Non, je fais mon métier. Tant que je fais mon métier, je suis heureuse. Oui, ça c'est sûr. J'ai remarqué que dans le catalogue, il n'y avait pas beaucoup de français. Il y en a surtout dans le catalogue Polar Noir, où on a découvert Olivier Truc, que moi j'aime beaucoup. Oui. Et il y a Anne-Laure Kerr aussi, Oui. voilà. Oui. C'est un choix de ne pas avoir beaucoup de français dans votre maison ou pas? Disons que je reçois beaucoup de manuscrits et en général, ils sont très. C'est des genres qui ne m'intéressent pas. Alors, donc j'ai peu de français là, mais pourtant par la poste est arrivé le premier manuscrit de Anne-Laure Kerr. C'était commis d'office et quand je l'ai lu, moi je cherche des voix. Ce qui est important, c'est la voix d'un auteur. Et quand le premier manuscrit de Anne-Laure Kerr est arrivé, ça se passait dans une cellule de prison. Il y avait un avocat véreux et un proxénète albanais. Et l'avocat véreux était en train de lire l'éducation sentimentale au proxénète albanais qui commentait et qui donnait des conseils pour la situation. Et j'avoue que c'était une vision du monde formidable. Et Anne-Laure Kerr, c'est quelqu'un qui va, son dernier livre, qui est Richesse oblige, c'est pareil. Elle vous montre le monde
par un biais que vous n'auriez jamais envisagé. Et elle est, moi je la trouve absolument merveilleuse. Elle bosse, elle écrit et elle raconte des histoires avec un culot formidable. Je pense qu'elle va aller très très loin. Est-ce que pour envoyer un manuscrit, Anne-Marie Mételli, il faut être un peu loufoque, Ouais, un peu atypique ou pas du tout? Ou c'est il faut toujours connaître, l'histoire de rencontre? il faut avoir envie de se retrouver dans le catalogue, dans la bibliothèque, à côté de Louis Sepúlveda, à côté de Bernard Giraudot. Vous savez, quand les gens me demandent comment on choisit un éditeur, je dis on va dans une librairie, on regarde ce qu'il fait, on regarde à côté de qui on aimerait être. Et on va chez l'éditeur des auteurs qui sont pour vous importants. Alors évidemment, tout le monde va chez Gallimard. Ok, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus curieux et qui ont repéré que dans notre maison d'édition, on est ailleurs. Alors, les gens qui aiment être ailleurs peuvent venir nous voir. Alors, vous êtes On lit les manuscrits. ouais. On lit. Olivier Truc est arrivé aussi comme ça, par hasard. Et il avait pourtant un manuscrit qui faisait 1500 feuillets. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Et puis j'ai quand même, ben, on a quand même, Les on fait lapons son vous ont métier, fait de quoi. l'œil. On J'ai arrive, on lit, et j'avais lu, quand j'ai lu le premier chapitre, m'a flanqué un coup de poing dans l'estomac. Et après, j'ai lu, et puis je l'ai appelé et je lui ai dit, il faut couper. Il m'a dit oui, alors on va couper, chacun de son côté. Et quand on s'est mis ensemble pour comparer, on avait coupé les mêmes choses. Donc, vous voyez. Alors, j'ai une question un peu générale. Ça fait 40 ans que vous êtes éditrice et que vous êtes à la tête des éditions Métellier. Quel regard portez-vous sur le métier de l'édition actuelle? Il y a, oui, c'est devenu très compliqué. Le marketing a pris de plus en plus de place, mais il y a toujours dans toutes les maisons, même chez Editis, chez Hachette, je ne parle pas de chez Gallimard, où c'est la tradition littéraire, ou le Seuil, c'est la tradition littéraire. Partout, vous trouvez des éditeurs qui aiment leur métier, qui ont envie de défendre la littérature et qui le font avec foi. C'est pas, je crois pas qu'on soit meilleur parce qu'on est un petit éditeur. Il faut juste qu'on y croit et qu'on soit porté par ce métier. C'est le plus beau métier du monde. Je vous assure que c'est le plus beau métier du monde. Je vous crois. Et quand je fais une présentation dans une formation d'éditeur et que j'essaie d'expliquer pourquoi on peut être très heureux en faisant des livres, et que quand je demande des questions, tout le monde me dit on est payé combien, je me dis bon, si vous n'êtes pas fait pour être éditeur, parce que si on veut faire fortune, c'est pas là-dedans qu'il faut aller. Alors là, on peut vivre correctement comme un prof du secondaire et faire un métier exaltant. Mais si c'est du fric, c'est pas le bon truc. Vous lisez combien de manuscrits par semaine? Je ne sais pas si ça se compte en semaines, en mois, à peu près, vous en lisez combien? Moi, je passe mes week-ends, je peux. Les manuscrits, quand même, souvent, on sait très, 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 très vite qu'on n'ira pas loin. Hein, parce que vous avez beaucoup de textes qui ne sont que pas une copie de ce que j'ai lu des milliers de fois. Il y a, il y a des voix. Il y a très peu de voix. À 1250 manuscrits qu'on reçoit par an, on trouve une voix par an, pas plus. Mais tout le monde lit dans la maison. Tout le monde feuillette, regarde. Et quand il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, je le dis. Et puis il m'arrive d'avoir de la chance de me pencher sur
livre. Ah, une anecdote amusante. Un jour, en juin, il faisait très chaud. J'étais toute seule au bureau et j'étais en train de manger un sandwich à la mayonnaise. Vous voyez, c'est chicos. On est vraiment à l'aise pour recevoir des gens. Il y a une vieille dame qui rentre et mon bureau est en face de la porte. Elle rentre et moi, j'avais de la mayonnaise dans les doigts. J'étais de mauvaise humeur. Et elle me dit, je viens vous apporter un manuscrit. Et je lui dis, bon, écoutez, je le prends, je m'explique la main, je le prends, je le pose, et je le pose, il y avait une pile de manuscrits qui dépassait la hauteur de mon bureau. Et elle me dit, combien de temps ça va prendre? Et je lui dis, 2, 3 mois. Et puis elle repart, et je me dis, mais comment tu te comportes? Ça va pas, là, la tête. Alors je prends le manuscrit, je l'ouvre, et le texte m'explose vraiment complètement. Alors, un désordre émotionnel incroyable. Bon. J'ai lu 10 pages. Je ne pouvais pas continuer. Mon assistante arrive, je lui donne le texte et je lui dis, voulez-vous me le lire là, dans les 2 heures qui suivent? Je ne peux pas continuer. J'ai besoin de savoir un avis autre sur ce livre. Elle revient 2 heures après, elle me dit, ah, Anne-Marie, enfin un livre de jeunes. Et donc, je téléphone à cette dame, je lis, parce que j'avais eu le temps de me calmer, et ça se passait, je suis pied noir, et ça se passait dans la ville où j'ai été élevée. Et c'était tout d'un coup, et ça se passait au moment où je vivais dans cette ville. Et la vieille dame avait été nommée prof de français dans cette ville à ce moment-là, et elle avait 25 ans. Donc, c'était un livre de jeunes. Et nous l'avons publié. C'est de Monique Rivet, Le Glacis. Et c'était le plus grand des hasards. Elle ne savait pas qu'on avait des choses en commun. Elle ne savait rien. Voilà. C'est comme ça, les manuscrits. Ça arrive. Des choses se passent. Le hasard, c'est une grande chose dans la vie. Pour toutes les vies, la vie sentimentale, la vie amicale, la vie de tous les jours. Et dans l'édition, c'est le moteur central. Oh là là, On a oh bien compris là que là. par contre, c'était... Je suis revenue, mais je suis derrière mon ordinateur, je vous écoute, Anne-Marie, je ris, je pleure. Quelle joie, mais vraiment. C'est tellement pas tout ce qu'on entend en ce moment sur la littérature et avec des discours qui sont tellement loin de la passion. Bien sûr, vous avez raison, il y a des éditeurs et dans toutes les maisons qui font leur métier avec passion, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on entend aujourd'hui qui ne ressemblent pas à ce que vous êtes en train de raconter. Et c'est absolument merveilleux d'avoir encore un cœur qui bat à présenter. Et notamment ça, parce que c'est moi qui fais des ateliers d'écriture et qui accompagne des personnes dont je sens qu'elles ont envie d'écrire. Il y a ça. Est-ce qu'il y a quelque part quelqu'un qui attend un livre? Qu'est-ce que vous dites à une jeune éditrice qui veut faire ce métier-là? Pardon. Et qu'est-ce que vous dites à une jeune éditrice? Je vous entends. Qu'est-ce que vous dites à une jeune éditrice qui voudrait faire votre métier? Qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, qu'il faut il faut surtout qu'elle prenne du plaisir. Il faut qu'elle fasse, qu'elle se sente complètement concernée et qu'elle ne perde pas la foi. Parce que quand on s'ennuie, à partir du moment où on s'ennuie en faisant son métier, il vaut mieux faire autre chose. Il faut changer, il faut faire autre chose. Alors, je reviens un peu avec les questions des participants. Il y a une question là alors évidemment, qui concerne un petit peu complètement justement le travail de l'éditeur. Comment vous choisissez, comment vous savez, en dehors de cette passion qui vous anime et de cet instinct, qui est en plus le métier que vous pratiquez depuis un moment, comment vous savez les livres qui viennent, les livres dont on a besoin, dont les lecteurs ont besoin? Ah, mais je ne fais pas des livres pour des lecteurs qui ont besoin d'un livre. Je fais des livres qui me paraissent importants, essentiels. Moi, j'offre. Je ne sais pas de quoi les gens ont besoin de choses très, très, très différentes les uns des autres. Par ailleurs, mes auteurs me font lire. Mes auteurs
latino-américain, générosité incroyable. Il m'envoie des livres de jeunes gens, et moi j'aime les inconnus. J'ai un cœur d'artichaut et j'aime les inconnus. Et je veux offrir des choses qui, moi, m'étonnent. Donc, voilà, comment vous dire? Quand on écrit des romans assez classiques, quand on écrit de la belle langue, c'est pas chez moi qu'il faut aller. Parce qu'on a plein de manuscrits de belle langue qui vont de rien à nulle part. Il faut qu'il y ait il faut qu'on raconte quelque chose. Le succès du roman policier s'explique parce qu'il y a un pacte fictionnel essentiel. C'est que le lecteur sait qu'on va lui raconter une histoire. Et de plus en plus, les gens qui écrivent des romans noirs vous racontent une histoire, racontent une société et vous racontent avec une belle langue, avec un style, ils vous nourrissent intellectuellement. Mais si vous devez faire uniquement de la belle langue, il faut faire de la poésie. Parce que la poésie, c'est l'impulsion, le jaillissement. Mais de la belle dans un roman, c'est fatigant. C'est fatigant. Vous arrivez à la page 80 et vous vous dites, c'est too much, quoi. Enfin, c'est ma vision du monde. Est-ce que vous trouvez que justement le genre policier noir est un peu sous-évalué dans la mesure où souvent dans un policier, il y a quand même aussi, en dehors du suspense qui est lié au genre, il y a une histoire d'amour, une histoire sociétale. Est-ce que c'est un genre en France qui n'est pas assez mis à l'honneur? Moi, je crois que le roman policier, c'est le descendant de Balzac. C'est-à-dire que pour moi, tous les romans policiers que je publie sont un moyen de connaître une société, de voir à un moment de rupture, de prendre un moment de rupture pour pour rentrer dans la société pour voir comment elle fonctionne. Et bon, j'ai tellement bien réussi ma vision du monde à travers ces romans policiers que je m'aperçois que j'ai créé une anthologie du monde occidental de la corruption. Alors ça, vous pouvez prendre n'importe quel roman noir dans n'importe quelle collection hispano-américaine, italienne, etc. Vous allez vous pouvez rentrer à la brigade financière après, parce que vous allez voir comment la société réagit à la corruption et comment les choses passent. Et je crois que c'est le nouveau roman social, le roman policier. Et que c'est pas un hasard si maintenant il y a dans les collections littéraires, dans la blanche, des thèmes qui ressemblent, se rapprochent du roman policier. Ça a été un roman de genre où on racontait n'importe quoi, il y avait une intrigue et on suivait. Moi, le roman à intrigue ne m'intéresse pas. Ce que j'aime, c'est le roman social. Et par rapport au fait que vous avez commencé il y a un certain nombre d'années et qu'il y a eu entre-temps Internet, une certaine uniformisation du monde et que vous publiez justement des auteurs qui sont d'un peu partout dans le monde, est-ce que la littérature s'est uniformisée ou au contraire, est-ce qu'elle a gardé une identité latino-américaine, une identité de conte, une identité asiatique? Je pense que j'ai constaté sur des choses que je connais bien, sur l'Amérique latine, par exemple, qu'il y a eu toute une génération qui a voulu être américaine. Là, maintenant, ils ont 45 ans, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas américains et qu'ils ne le seront jamais. Mais ils ont écrit sur le modèle américain. Il y a beaucoup de jeunes auteurs latino-américains qui sont partis faire des études à Miami ou dans des universités américaines où ils ont fait de l'écriture créative américaine et eux, ils se sont mis à écrire des livres nord-américains. Ils ont oublié des livres qui sont situés en Amérique latine, mais qui sont des livres qui ne sont pas des livres latino-américains, qui sont des livres nord-américains.
et ils ne sont pas bons. C'est pas possible, quoi. Pour moi, ce n'est pas publiable. Est-ce qu'il y a des exemples dans les livres que vous publiez d'auteurs, je pensais à Paul Auster par exemple, qui ont eu d'abord du succès en France et qui puis, après le succès, revient dans leur pays? Vous savez, dans mon catalogue, il y a, ça c'est une de mes attachées de presse qui avait fait ce calcul, nous avons 80% d'auteurs qui rentrent dans notre catalogue qui sont inconnus même dans leur pays. Sepúlveda était inconnu partout. Et c'est grâce au succès en France qu'il a été connu partout. Les livres de Elsa Osorio étaient censurés en Argentine. Et avec le succès qu'il a eu, car le Loup sous le temps sauvage, c'est un grand livre, un grand classique. Et il est maintenant, il se vend dans tous les pays du monde. Moi, j'aime bien commencer avec les auteurs et ça marche en général. La France, vous savez, ça marche encore hein, dans la tête à l'étranger. Si vous avez eu du succès en France, alors on veut bien regarder vos textes. Oui, la littérature française, oui. Oui. Et Hubert Nyssen disait à ce propos, je ne pouvais pas aller chercher les grands puisque je n'avais pas d'argent. Oui. Donc, je me disais au pied des grands arbres, il y a des jeunes pousses. Oui, exactement. J'ai fait le même calcul en me disant, c'est pas la peine que tu rêves, que tu ailles voir les agents américains, c'est pas la peine. Il faut que tu sois plus maligne. Donc, que tu cherches des inconnus. Et effectivement, il y en a qui peuvent devenir des best-sellers. Mais il faut savoir une chose. Quand je pense, le hasard est toujours très présent dans la vie des éditeurs. Et quand vous pensez que vous allez avoir un best-seller, il faut que vous sachiez que dans l'année, vous allez avoir le best-seller ou le long-seller. Mais que ça va partir toujours à côté de là où vous croyez que ça partirait. Oui. Le coup, il n'y a pas de recette pour un best-seller. Vous pouvez penser que ce livre-là, oui, on va le vendre. Mais non, c'est pas... C'est pas libre. Bien sûr. S'il y avait une recette, tous les grands l'achètent, n'auraient que des best-sellers. Et vous illustrez parfaitement la phrase de Paul Éluard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Voilà. Merci de me donner cette phrase. Je pense ça profondément. Je crois. Eh bien, l'heure tourne et il va falloir nous séparer. Mais moi, je voudrais dire quand même que j'ai adoré les livres de Bernard Giraudot et j'espère qu'ils vont repartir en poche, en coffret, en tout ce que vous voulez, parce que même si cet homme a disparu, ses livres sont tellement poétiques, charmants. Voilà. Le marin à l'ancre et Les dames de nage et Cher amour sont des livres. Cher amour. Cher amour, mais c'est un livre. Si vous voulez une fois ce que c'est que d'être aimé de façon dont toutes les femmes rêvent, lisez. Absolument, c'est ça. Alors, il est donc en poche chez Pocket, mais il est encore en grand format. Chez Point. Chez Point, pardon, je dis des bêtises. Bon, voilà, je vais laisser la libraire parler parce qu'elle ne dira pas de bêtises. Chez Point. Et j'espère que mes confrères libraires vont nous écouter. Je sais que je viens d'avoir un message de notre ami libraire à Washington qui est en train de nous regarder et qui vient de me faire un petit message en disant que vous étiez merveilleuse, Anne-Marie. Donc, je vous transmets le message de cette libraire. Merci, à Washington. Jennifer Hilton, exactement. Jennifer Hilton qui a animé il n'y a pas longtemps une rencontre. En tout cas, je voudrais dire que ces livres de Bernard Giraudot, comme ceux de Louis Sepúlveda, c'est des livres de fond, c'est le trésor de nos librairies. Donc, il faut absolument rentrer, chers amis libraires, les livres de Bernard Giraudot dans vos librairies parce que c'est fabuleux. C'est, comme le disait Anne-Marie, c'est un voyage, des déclarations d'amour, c'est de la langue française, c'est tout ce que vous voulez. En tout cas, moi, je voulais vous dire que j'avais bien suivi tout ce que vous avez. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, vous avez beaucoup d'émotions. C'était bien d'avoir un éditeur ce soir avec nous. Les rencontres sont importantes pour vous. Moi, je suis ravie d'avoir fait votre rencontre ce soir par écran interposé. Je ne vous connaissais pas. Vous m'avez complètement conquis. J'ai envie de lire des livres que vous avez conseillés que je n'ai pas lus. Donc, je voulais vraiment vous remercier d'avoir été avec nous ce soir pour parler de votre beau métier qui est, on a compris, le plus beau métier du monde et je crois, après libraire peut-être, je ne sais pas, j'exagère, mais oui. En tout cas, merci d'avoir été là.
Nous sommes tous liés de toute façon. Hein. Voilà, une éditrice, une libraire, un auteur, voilà, la vie est belle. Là, il y a... la chaîne du livre est à peu près réduite. Il faut que vous sachiez que la France est le seul pays qui a une chaîne du livre où les gens se sentent fiers de l'auteur, de l'auteur au lecteur. On a la chaîne, le réseau de librairies le plus extraordinaire du monde et c'est exceptionnel. On a beaucoup, beaucoup de chance en France, vous savez. Oui. Beaucoup de chance. Et le prix unique aussi, qui oui, nous aide quand même. Ouais. Voilà. J'espère que ça va rester ça. En tout cas, il va y avoir une petite pause là jusqu'à mardi prochain. Ça c'est sûr, on se retrouve mardi avec Émilie Houssa pour un livre qui s'appelle La possibilité du jour, qui est sorti aux éditions de l'Observatoire. Et je vous donnerai le programme dans le week-end. Mais en tout cas, là, il y a une petite pause. Ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas demain soir, ni après-demain du week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Anne-Marie, je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite de bonnes vacances. Lisez bien. Trouvez-nous des pépites. On compte sur vous. Je pense que vous allez nous trouver des choses. Frédéric, je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Merci bonne beaucoup. soirée.